Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est la revue de presse du vendredi 18 avril 2025, numéro 493, la 493e revue de presse. Alors hier, comme vous le savez tous, M. Rubio, en général, tous les Américains sont venus à Paris pour discuter. M. Barrot est venu sur LCI pour dire que c'était une victoire de la France. M. Rubio, donc États-Unis, a dit juste derrière, ah, écoutez, si l'Ukraine ne nous écoute pas, nous allons nous retirer. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Nous allons nous retirer. Eh bien, on va laisser la patate chaude à l'Europe. Et nous, terminé, on n'est plus les Ukrainiens. C'est ce que je pense que ça veut dire. Voilà. Mais peut-être que c'est une victoire pour l'Europe. Moi, je ne crois pas. Vraiment pas. Allez, la revue de presse numéro 493. Au revoir. Nous ferons ce que nous pourrons à la marge. Nous disons à l'Ukraine, nous serons prêts à vous aider lorsque vous serez prêts à faire la paix. Mais nous n'allons pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines et des mois. Nous devons donc déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, si cela est faisable ou non au cours des prochaines semaines. Si c'est le cas, nous sommes prêts. Si ce n'est pas le cas, nous devons nous concentrer sur d'autres priorités. Alors, je vous ai mis cette vidéo parce que là, Barrot, donc, notre ministre, à la question du journaliste, est-ce que les soldats français vont se battre en Ukraine? Est-ce qu'ils vont y aller? Eh bien, regardez comment il dit oui, non, non. Il tourne autour du pot et il ne répond pas. Des soldats français, on a compris, après un cessez-le-feu, on a compris avec d'autres, mais des soldats français soient sur le sol de l'Ukraine prêts à se battre si les Russes attaquent de nouveau. Avec l'élément que j'évoquais, c'est-à-dire que c'est l'armée ukrainienne qui sert en première instance. Mais la réponse est oui. De garantir. La réponse est oui ou non. Ensuite, les capacités militaires qui seront déployées pour soutenir l'Ukraine pourraient inclure des déploiements de troupes issues de pays alliés. Mais ça ne se résume pas du tout. On vous sent très prudent, c'est-à-dire vous prenez beaucoup de circonvolutions, pardon, mais... Je suis prudent parce que ce sont des travaux, ce sont des discussions qui sont en cours. Les chefs des armées françaises et britanniques se sont rendus à Kiev il y a quelques jours, justement, pour rentrer dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une capacité militaire est-elle dissuasive ? Comment la rendre justement plus dissuasive et susceptible de repousser la menace? Mais à cette capacité militaire vient s'ajouter d'autres éléments de la garantie. Ce sont par exemple les sanctions qui peuvent s'ajouter ou se réappliquer. Mais sur les troupes au sol, restons un instant sur les troupes au sol, s'il vous plaît. Dans une précédente intervention, le président de la République, là encore, très habilement, disait au fond, ça arrive souvent, dans beaucoup de théâtres d'opération, des troupes françaises étaient là, ont pu devoir résister à des assauts. Évidemment, c'est différent si c'est la Russie, si c'est une puissance nucléaire. Est-ce que vous assumez pleinement cette possibilité que demain, des soldats français puissent être sur le sol de l'Ukraine, prêts à défendre l'Ukraine si des Russes attaquent après le cessez-le-feu? D'abord, je ne veux pas préempter des discussions et des travaux qui sont en cours et qui sont menés par les canaux mais le principe est encore discuté. Soyons clairs. Deuxièmement, si nous soutenons l'Ukraine, et nous y avons consacré des montants considérables, c'est d'abord parce que nous pensons à la sécurité du continent européen, à la sécurité des Françaises et des Français. Et toujours, nous reviendrons à cela. Comment assurer leur sécurité? Et puis enfin, je veux simplement rappeler, et vous le savez parfaitement, que dans le cadre de l'OTAN, qui ne couvre pas l'Ukraine aujourd'hui, mais dans le cadre de l'OTAN, il y a aujourd'hui des contingents français en Estonie, 500, en Roumanie, 1500, qui sont là comme une force de réassurance, qui, en quelque sorte, est suffisamment dissuasive pour n'être jamais testée. C'est la grande différence. Oui. C'est l'OTAN et on a la France a l'obligation de défendre des pays de l'OTAN. Pas l'Ukraine, vous savez bien, c'est un engagement à défendre l'Ukraine qui ne serait pas le même. Elle n'est pas dans l'OTAN, donc c'est un engagement au-delà. Mais
vous le savez, rien n'empêche des garanties d'être apportées sous la forme d'accords ou de traités qui peuvent être conclus avec les uns, avec les autres. Ça devra passer dans le Parlement ? Et si, alors ça, je vous avoue que je ne saurais pas vous donner une réponse exacte, mais dans certaines circonstances, oui, j'imagine que l'on parle d'accords de sécurité ou que l'on parle d'éventuelles capacités militaires qui seraient déployées. Si des troupes françaises doivent être sur le sol ukrainien, est-ce que ça devra passer dans le Parlement ? J'imagine que selon la forme que ça... Vous me parlez de déploiement de troupes, j'imagine que ça devra passer devant le Parlement, même si je ne suis pas un expert. Ce que je dis, c'est que si nous le faisions, cela serait dans l'intérêt de la sécurité nationale et de la sécurité des Français. Sur l'Ukraine, le président Zelensky a dit qu'il avait des preuves montrant que la Chine fournissait des armes à la Russie. Avez-vous des informations à ce sujet ? Et qu'en est-il de l'accord sur les minerais, sur les minéraux ? Nous avons un accord qui sera signé jeudi, je pense, jeudi prochain, donc très prochainement. Et j'imagine qu'ils vont accepter cet accord. Donc énoncé sur LCI. Aujourd'hui, si vous considérez que les Ukrainiens ont une part de responsabilité non négligeable dans cette guerre, comment se fait-il que Vladimir Poutine puisse être encore poursuivi par la Cour pénale internationale ? Quelle est votre pour les crimes de guerre, mais les crimes de guerre, dans la guerre du Donbass, il y a eu plein de crimes de guerre aussi. Mais donc il faudrait poursuivre les Ukrainiens également. Écoutez, moi je suis pas pour que, vous savez, les guerres sans crimes de guerre, j'en connais pas. Maintenant, il est clair que la guerre... Ma question, c'est est-ce alors, que la condamnation... La guerre du Donbass, elle commence en 2014. On est d'accord. Elle est déclenchée par Poroshenko en 2014, qui mobilise 10 milices privées, parce qu'ils n'ont plus d'armée, ils ont rendu l'armée à la Russie en 91, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, et donc ils mobilisent 10 milices privées pour aller massacrer les russophones du Donbass. Et il est évident que cette guerre du Donbass, regardez même Wikipédia, si ça vous suffit, il y a pratiquement 15 000 morts, il y a 6 000 civils qui sont assassinés par les milices ukrainiennes. Il est évident que c'est le point de départ de cette guerre. J'y peux rien, c'est factuel, c'est pas de ma faute. Maintenant, ce que je pense qui est très dangereux, et c'est pour ça que Trump n'y arrive pas, et c'est là qu'il est en train vraiment d'échouer pour l'instant, c'est que le but de Poutine, c'est pas simplement de prendre militairement Kiev, ça je n'y crois pas beaucoup, mais c'est de prendre politiquement Kiev. Tant que Zelensky sera là-bas, la guerre continuera. Où nous allons commencer directement par des frappes ukrainiennes en territoire russe, tout d'abord dans l'oblast de Koursk, donc la ville de Koursk se trouve ici, dans la commune de Kliuvka, qui se trouve à l'est de Koursk. Les infrastructures de la 448e brigade de missiles russes ont été touchées par des frappes ukrainiennes, ainsi que dans l'oblast de Ivanovo. Alors Ivanovo, c'est un oblast au nord-est de Moscou. On a Moscou qui est ici. L'oblast d'Ivanovo se trouve ici. Et il y a eu une frappe plus précisément sur la commune de Chouïa, où un drone kamikaze ukrainien a atteint également des infrastructures, mais cette fois-ci de la 112e brigade russe. Dans la région de Koursk, l'ancien gouverneur de l'oblast russe, donc Alexei Smirnov et son adjoint ont été arrêtés pour détournement de fonds publics, et notamment des fonds qui étaient à destination des infrastructures et défenses militaires russes dans la région. Actuellement, les Ukrainiens contrôlent moins de 30 km² dans l'oblast de Koursk. En termes de géolocalisation de matériel détruit, dans le secteur de Olechnia, ici c'est un Kirpi qui a été détruit ainsi qu'un T-64. Et ici sur les arrières, c'est un Bushmaster qui a été détruit par un drone kamikaze. Et bien au sud de Goevo, en territoire ukrainien, ici c'est un M577 qui a également été détruit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir reçu des informations de ses services de renseignement selon lesquelles la Chine a fourni des armes à la Russie. Sans donner de précision sur les quantités ou les types d'armes, il a indiqué que selon ses rapports, il s'agirait de l'artillerie et de la poudre à canon. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Сил Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. Le président ukrainien a rappelé que lors de sa conversation avec le dirigeant chinois Xi Jinping, ce dernier lui avait donné sa parole qu'il ne vendrait ni n'enverrait d'armes à la Russie.
Malheureusement, ajoute Zelensky, les informations dont nous disposons aujourd'hui sont différentes. Nous disposons déjà de faits sur le travail de la Chine et de la Russie pour renforcer leur capacité de défense et ce sont des faits désagréables. Але дійсно не хотілося бачити відповідні факти, які ми бачили, які я бачив. Тому що все ж таки була у мене розмова з китайським лідером під час цієї війни. І я ставив пряме запитання щодо зброї. Він мені дав слово, що зброю продавати і відправляти в Росію не буде. Але, на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію. La Chine a toujours publiquement maintenu sa neutralité dans le conflit ukrainien, mais Pékin a apporté son soutien diplomatique et économique à la Russie depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Donc voilà pour les informations essentielles au 18 avril 2025. Donc en résumé, peu de gains de terrain, peu de modifications des zones de contrôle ces 2 derniers jours. Par contre, les Russes continuent de progresser à Koursk en direction de la frontière ukrainienne. À noter qu'ils ont également lancé une attaque à l'est de Pokrovsk qui continue. Mais l'information essentielle de ces dernières 48 heures est l'intensification de l'attaque russe sur le front de Zaporizhzhia, et plus précisément dans les secteurs de Stepovier, Mali-Sherbaki, au nord de Robotyne et de Mala-Tokmachka. Et selon les Ukrainiens, plus d'une quarantaine de blindés soutenus par l'infanterie ainsi que des motards ont été engagés sur le front de Mala-Tokmachka ces dernières 24 heures. C'est un communiqué du gouvernement ukrainien qui annonce ce qui est présenté comme une bonne nouvelle donc pour l'Ukraine. La signature d'un projet d'accord sur l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes par les États-Unis avec un partage de la manne financière qui en découlera, les fameuses terres rares. Le communiqué ne fait état d'aucun chiffre, mais égrène les retombées positives à venir pour l'Ukraine. Selon Kiev, cela permettra d'aider notamment à la reconstruction, à la modernisation des infrastructures vieillissantes du pays, pour celles qui n'ont pas été détruites, et cela participera également à dissuader la Russie à l'avenir de s'attaquer à un territoire sur lequel aura donc investi la première puissance militaire mondiale. Côté américain, la Maison-Blanche multiplie les superlatifs comme à son habitude pour qualifier ce mémorandum et rappelle que la masse financière qui en découlera permettra à l'Amérique de se rembourser des dépenses d'aide militaire colossales, c'est vrai, consenties par l'administration Biden. À aucun moment, cependant, ni Washington ni Kiev ne considèrent que cet argent pourra être consacré au financement d'un outil de défense futur pour l'Ukraine. Vraiment d'échouer pour l'instant, c'est que le but de Poutine, c'est pas simplement de prendre militairement Kiev, ça je n'y crois pas beaucoup, mais c'est de prendre politiquement Kiev. Tant que Zelensky sera là-bas, la guerre continuera. Luc Ferry, ancien ministre, professeur, philosophe, et notre invité ce matin dans Face au territoire. La une de Géostratégie Magazine, Tom Benoît. Heureusement, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Je veux dire, je ne suis pas le seul. Henri Guénaud, Marie Calter, enfin, je pourrais en citer une dizaine. Pierre Lelouch, enfin, on n'est pas tous cinglés. Oui, la guerre commence en 2014, elle ne commence pas en 2022. Politique freine l'innovation, justement. De ce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils attendaient et qu'ils avaient promis. Ils sont en train de faire le calcul de leurs profits et pertes et prendront peut-être, les Américains, leurs pertes en se disant mieux vaut se désolidariser d'une affaire qui n'aboutira pas que de faire durer le suspense au risque de s'enliser et de perdre du capital politique. C'est évidemment à ce moment-là pour le président Trump qu'il parle. Ce que je te propose ce matin, parce que c'est clairement dans l'actualité ce qui retient l'attention ce matin, c'était quelques minutes avant qu'il quitte Paris, où il a passé hier la journée, on va y revenir, et pas seul, reçu à l'Élysée, 5 réunions de travail, apparemment productives, mais pas assez pour que ce matin il soit pas un peu impatient. Marco Rubio, donc, qui était vis-à-vis ses interlocuteurs français, anglais, allemands et aussi présence ukrainienne. Tout ça compte parce que je pense qu'en ce moment, on est en train d'assister à une bascule qui pourrait être, je dirais, de manière opportuniste, favorable à l'Europe du point de vue des Américains. On fait ensemble, si tu le veux, de la politique fiction, ce sont des hypothèses, je ne le sais pas, mais je regarde le déplacement des choses et la manière qu'a Trump, des fois, de radicaliser des alliés pour mieux ensuite les adouber, les remettre dans le jeu,
Commençons donc peut-être avec ce qui s'est passé à Paris hier. C'était des représentations diplomatiques des Européens d'une certaine manière auprès des Américains qui depuis longtemps disent on veut participer aux négociations, on veut pas être exclu. Depuis 2 mois peut-être, il y a ce sentiment de divorce entre l'Europe et les États-Unis sur les enjeux sécuritaires. C'est évidemment, est-ce que l'OTAN va continuer à être l'OTAN? Est-ce que les Américains pourraient partir sans supporter, sans appuyer l'Ukraine? Et c'est un scénario très possible. Est-ce qu'on a le droit, nous, d'être présents à la table de négociation compte tenu que la guerre en Ukraine, c'est une extension du territoire européen? À ce jour, Trump, avec son équipe, négociait avec les Russes presque exclusivement, sinon exclusivement, en faisant une pression extrême sur l'Ukraine. Hier, réunion bilatérale qui devait donc permettre aux Français et aux Américains de travailler, de voir s'il y avait de l'espace de manœuvre entre eux, se transforme en une réunion multilatérale. Les Allemands, les Anglais et les Ukrainiens sont sur place. Au terme de l'exercice, le président Macron dit « Formidable, la France », parce qu'il faut voir que la France est bonne pour organiser ce genre d'événements, c'est-à-dire des rencontres, des réunions, des forums. La France a remis l'Europe Tout le monde veut être présent parce qu'on sait qu'on va bien manger. Les Français savent faire. À l'Élysée, la présomption, c'est qu'on mange correctement, en effet, puis ils savent bien recevoir. Et donc, M. Macron, fier, dit « Nous avons remis l'Europe au centre du jeu, à la table pour les négociations ». Ma prétention là-dessus, c'est que probablement les Américains ont permis à l'Europe de se remettre au centre du jeu, parce qu'ils auraient très bien pu dire non, il n'y en a pas question, on n'étend pas, si vous voulez nous parler, on se parle. Mais qu'est-ce que le jeu? Est-ce que le jeu, c'est essayer une solution ou le jeu, c'est la guerre continue une autre année? C'est aussi en écho ce que disait hier, comme par hasard, Donald Trump aux côtés de Mme Meloni. Vladimir Poutine traîne de la pantoufle. Il ne semble pas sérieux. On pourrait s'impatienter. Ça fait 2-3 fois qu'il dit. À ce jour, il était très content de cette relation nouvelle renouée entre Moscou et Washington. Et là, il comprend évidemment que beau lapsus, j'allais dire Trump, que Poutine n'est pas pressé de régler, d'autant que sur le terrain, les choses vont plutôt bien pour les forces russes. Il veut faire un maximum de gains avant de négocier, s'il négociera un jour. Donc, la bascule, c'est de dire, parfait, qu'est-ce que j'ai comme levier sur les Russes? Levier sur les Russes, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est de dire on va accentuer la pression économique. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tout a déjà été assez déployé. Les Russes sont devenus autarciques, autonomes. Tu peux les faire chier un peu, mais pas grand-chose. We want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. Le 2 poids 2 mesures, y compris dans un certain nombre de milieux, on va dire, conservateurs ou souverainistes, où quand il y a un bombardement russe sur l'Ukraine, on en fait des choux gras pendant des semaines. En revanche, lorsqu'il y a des morts civiles en Ukraine du fait de frappes ukrainiennes, là, tout à coup, plus personne n'en parle. On a le même sujet quand même en Israël, et il faut admettre que du côté de ce qu'on appelle la dissidence, terme que je n'aime pas, il y a des gens qui se laissent assez rapidement abuser par ce qu'ils considèrent être des chaînes ouvertes d'esprit, ou en tout cas ouvertes à la diversité des opinions, et qui ne relaient qu'une information sur la question. C'est un succès diplomatique pour la France, puisque c'est la première fois que les Américains, les Ukrainiens et les Européens sont autour de la même table, puisqu'il s'agit évidemment d'avancer vers l'objectif que nous avons en commun, c'est la paix. Et ça commence par un cessez-le-feu pour que des négociations puissent se tenir. Et pour que tout cela puisse advenir, eh bien, il faut poursuivre le dialogue. C'est l'objet des rencontres qui se sont tenues tout au long de la journée, à l'Élysée d'abord, puis au Quai d'Orsay. Vous avez une image claire d'alignement, d'unité à Paris, des Européens, des Américains et des Ukrainiens. Alignés. On est alignés, les trois. Mais bien sûr, on est alignés sur la volonté de trouver une paix, sur la volonté de la construire avec les Européens et avec les Ukrainiens, et après sur les paramètres qu'on va construire. Ça, ce sont des grands principes, mais sur continuer des livraisons importantes d'armes, ça, est-ce que les États-Unis sont vraiment d'accord pour de fait, les livraisons d'armes, encore une fois, que ce soit des Européens ou des Américains, aujourd'hui, elles continuent. Positive meetings yesterday. Obviously, the Ukrainians have to go back home. They have to run it by their president. They have to take into account
their views on all of this, and we hope to hear back from them very soon. The Ukraine war is a terrible thing, but it's not our war. We didn't start it. The United States has been helping Ukraine over the last 3 years, and we want it to end. This is important, but there are a lot of other really important things going on that deserve just as much, if not more, attention. So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. Prime Minister, you have said that the president's tariffs are wrong. Do you still believe that the United States is a reliable... They always try to help. It could only be her. Should the European Union still believe that the United States is a reliable trade partner? Well, I'm here exactly to work for make the West stronger. For I believe in the West unity, and I think simply we have to talk and find ourselves. She believes in the president. Also, and find ourselves in the best middle way to grow together. That's why I'm here. So, if I wouldn't think it's a reliable partner, I wouldn't be here. We have a very good relationship together, and as countries, we have a very good relationship. To follow up, Mr. President, what if there is not a trade deal with the EU by the time of the end of your 90-day pause on reciprocal? Oh, there'll be a trade deal, 100%. Oh, well, you think there won't be? Of course, there'll be a trade deal. Very much. They want to make one very, very much, and we're going to make a trade deal. I fully expect it, but it'll be a fair deal. Are they on your priority list? Everybody's on my priority list. Mr. President, Thank her very much. I think she's a great prime minister. I think she's doing a fantastic job in Italy. We were very proud of her. I knew her right from the beginning. I knew her as a very early prime minister, and I knew she had great talent. She's one of the real leaders of the world, and I'm very proud to be with her. I can't do better than that, right? Yes, that's fantastic. Okay, we can close the press conference. We should end the press conference. Mais est-ce que ce ne serait pas dans l'intérêt de Trump de dire maintenant, la femme forte de l'Europe, là, celle qui peut être... Madame Mélanie, ou en tout cas, redonner à Madame Mélanie dans l'Europe une espèce de stature qui est son allié à lui dans l'Europe. Il a tout intérêt à ça, lui. C'est ce qu'il a fait très explicitement quand un journaliste italien a posé la question et il a répondu l'Italie, c'est notre meilleur allié tant et aussi longtemps que Mme Meloni dirige le Conseil des ministres, tant et aussi longtemps que c'est elle la patronne. Donc, il n'y avait pas d'équivoque, oui. Et l'Italie est en bonne forme économiquement. C'est avec l'Italie qui a le deuxième plus important déficit commercial entre les États-Unis et l'Europe, derrière l'Allemagne. Donc, ils exportent beaucoup. Et philosophiquement, le socle politique sur lequel est assis Donald Trump est essentiellement le même que Mme Meloni en Italie. Et ses affaires vont très bien. L'Italie ne s'est jamais mieux portée. Alors, c'est vrai que c'est une alliée. L'idée pour Trump, c'est évidemment de multiplier les ententes bilatérales et de fissurer l'Union européenne avec laquelle il ne veut pas franchement négocier, mais il n'y aura pas le choix. Les seuls qui ont autorité pour le faire, c'est ce qui rendait le voyage de Mme Meloni si difficile, c'est les représentants de l'Union européenne. Sur les questions douanières, tarifaires, juste l'Union européenne peut parler. Les Italiens ne peuvent pas le faire séparément des Espagnols, des Français ou des Allemands. Mais la bascule, c'est donc de dire, parce que, comme par hasard, tu avais Elon Musk qui disait il faudrait une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Union et les États-Unis il y a 2 semaines. Trump n'avait pas dit un mot là-dessus. Hier, c'est Bernard Arnault, dont les affaires vont, disons, pas très, très bien, le patron de LVMH, le géant du luxe. Oui. LVMH pourrait aider nos Louis Vuitton, Moet Hennessy, donc les belles sacoches, le beau linge, les champagnes, le bon vin, tout ce qui coûte cher. C'est la compagnie de luxe. Je pense, il jouait avec Musk. Il s'alternait l'homme le plus riche du monde, hein, Arnault et Musk. Cinquième fortune du monde. Il est légèrement en recul au début du mois d'avril. Ses actions ont perdu la moitié de valeur, là, LVMH. C'est que ça l'a le commerce du luxe va mal. Et lui pensait, il y avait 4 fauteuils à l'investiture du président Trump. J'ai fait le calcul, c'est tout simple. Hein, il y avait 0,66% des sièges pour sa famille. C'est quand même une pas pire représentation parce que il est évidemment riche, puissant et il est entendu par Trump. Il y avait comme une espèce de relation entre les deux. Pour autant, ça n'a pas généré une exception au produit de LVMH aux yeux du président. Donc, les droits douaniers vont frapper aux États-Unis, même si, on pourrait dire, augmenter les prix, c'est une manière de faire du marketing pour ces gens-là. Tu sais, ton sac, tu le vends 10 000, puis tu dis, on veut en vendre plus, on va y vendre 15 000. Mais en général, c'est parce qu'ils choisissent de le faire. Exclusif.
Exact. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui t'impose d'augmenter les prix, il n'aime pas ça. Ouais. Hier, qu'est-ce qu'il a dit à ses actionnaires à l'Assemblée générale de LVMH? Si on ne s'entend pas, c'est parce que les Européens n'auront pas suffisamment été intelligents. Le problème, c'est la bureaucratie tatillonne à Bruxelles. Donc, il joue pas mal dans l'équipe Trump en ce moment, M. Arnaud. Et je crois, c'est la fin de ma bascule, que après avoir antagonisé les Européens, il peut très, très bien revenir, Trump, vers l'Europe, vers les différents chefs d'État, en leur disant, vous savez, regardez ce qui vous menace. Là. Si nous, on n'achète plus les produits chinois, puis il y a une guerre qui n'a pas l'air de vouloir se régler avec la Chine, ça va se tourner vers vous. C'est-à-dire qu'ils vont venir dumper ces milliards de produits qui ne seront pas achetés chez nous aux États-Unis. Il y a un vrai frisson ici et il est évidemment censé. Ce frisson, on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie d'être les victimes de ce dumping. Dernière minute, tu dis, si on trouvait une entente, par exemple, acheter davantage d'énergie aux États-Unis, créons une zone de libre-échange. La patronne de l'Europe, Ursula von der Leyen, avait proposé sur les produits industriels. Trump voudra probablement aller plus loin, particulièrement sur le numérique, où les États-Unis ont de gros intérêts. Et tu dis, on va se faire un deal et on devient la forteresse Occident. Et on s'oppose stratégiquement à la Chine, sur les enjeux commerciaux, puis à terme, peut-être sur des enjeux de défense. Mais nous, après le Canada, on va cogner à la porte du pont-levis, puis on va dire, peux-tu rentrer dans la forteresse? Pouvez-vous rebaisser le pont-levis pour nous? Please, on va être gentil. Oui, c'est exactement ça. Je crois que les Européens, comme jamais, ça fait longtemps que je travaille avec l'Europe ou que j'ai vécu ici plusieurs fois, j'ai jamais en Europe entendu les leaders politiques parler aussi souvent du Canada. Parce que, à défaut des États-Unis, on était l'allié nord-américain qui restait dans la bonne gang. Alors, je te dirais qu'ils trouveront une place. Sinon, il y aura une petite craque dans le pont-levis pour laisser rentrer Team Canada. Donald Trump est sûr à 100% qu'un accord commercial sera signé entre l'Europe et les États-Unis. Déclaration du président américain à l'occasion d'un entretien à la Maison-Blanche avec Giorgia Meloni, la première dirigeante de l'Union européenne accueillie dans le bureau ovale depuis les nouveaux droits de douane mis en place par Donald Trump. Giorgia Meloni a rappelé ne pas être en mesure de négocier au nom de l'Union européenne et s'est efforcée de mettre en valeur sa proximité idéologique avec le président américain. Well, I'm here exactly to work for make the West stronger. I believe in the West unity, and I think simply we have to talk and find ourselves. She believes in the president. Also, and find ourselves in the best middle way to grow together. That's why I'm here. Le lien particulier entre Donald Trump et Giorgia Meloni inquiète certains responsables européens. Le ministre français de l'Industrie, Marc Ferracci, avait dit craindre que la première ministre italienne oublie de jouer collectif. Près d'un quart du produit intérieur brut italien dépend de ses exportations vers les États-Unis. Au cours de leur entretien, Donald Trump a qualifié Giorgia Meloni de personne formidable. De hauts responsables américains pensent que l'italienne pourrait servir d'intermédiaire entre Bruxelles et Washington. Oh, there'll be a trade deal, 100%. Oh, well, you think there won't be? Of course there'll be a trade deal. Very much. They want to make one very much, and we're going to make a trade deal. I fully expect it, but it'll be a fair deal. Are they on your priority list? Everybody's on my priority list. Donald Trump a par ailleurs félicité Giorgia Meloni pour ses positions sur l'immigration. Les deux dirigeants sont moins en phase sur l'Ukraine. Rome pose un regard circonspect sur le rapprochement entre Washington et Moscou. Donald Trump a déclaré que selon lui, Volodymyr Zelensky n'était pas responsable de la guerre, mais qu'il n'avait pas fait le meilleur job du monde et qu'il n'en était pas un grand fan. Et alors, la guerre commerciale en elle-même, la guerre commerciale, il semble, après avoir attaqué un peu tout le monde, se recentrer sur la Chine, qui, elle, réagit d'ailleurs. Il ne s'en laisse pas compter. Là, il est tombé sur un os quand même, j'ai l'impression, Trump. Oui, mais ça, il le savait depuis le départ. Parce que... Vous savez, sa première entrée en politique, c'était en 84 ou 85, où alors qu'il n'avait aucun rapport avec quoi que ce soit en politique, il a payé dans quelques grands journaux aux États-Unis une page entière de publicité en disant qu'il fallait remettre de l'ordre
dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. C'était son obsession. En 80, il y a 40 ans? Oui, c'est ça. Il y a 40 ans. Et après ça, il a essayé de rentrer dans le Parti démocrate, puis il a créé le Tea Party, enfin il l'a créé, il a développé le Tea Party, et après il est rentré au Parti républicain. Mais il n'est ni démocrate, ni Tea Party, ni Parti républicain, c'est un jacksonien. Et ça. En tant que jacksonien, c'est-à-dire en tant que admirateur du président Andrew Jackson, un président du 19e siècle, en tant que jacksonien, il a toujours eu l'idée de dissoudre la réserve fédérale. Donc aujourd'hui, il s'attaque à Jérôme Powell, qu'il a pourtant nommé à cet emplacement pour son premier mandat. Ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a rien d'étonnant. Le chef du Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, a déclaré que le groupe était prêt à échanger tous les otages israéliens dans le cadre d'un accord plus large visant à mettre fin au conflit à Gaza. Dans un discours vidéo, Khalil al-Hayya a déclaré que le groupe n'accepterait plus d'accord provisoire et à la place, il est prêt à engager des négociations pour libérer tous les otages israéliens restant en échange de la fin du conflit, de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël et de la reconstruction de Gaza. Il a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son gouvernement d'utiliser des accords partiels comme couverture pour poursuivre l'agenda politique d'Israël. Israël a intensifié son offensive à Gaza le mois dernier après la dissolution d'un cessez-le-feu temporaire. Et l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens affirme qu'Israël bloque l'aide humanitaire, les soins de santé, la nourriture et le carburant à Gaza depuis près de 7 semaines, piégeant ainsi plus de 2,1 millions d'habitants de Gaza qui sont à nouveau affamés et bombardés. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, de ce qui s'est réellement passé entre Trump et Netanyahou lorsque Netanyahou est arrivé à Washington, puisqu'il n'y a pas eu de... Il devait y avoir une conférence de presse à la fin, elle n'a pas eu lieu. En général, c'est pas bon signe. Ben, en fait, il a traité Netanyahou comme il a traité Zelensky. Voilà. Vraiment, il l'a mis au même niveau. Alors, Netanyahou, qui est beaucoup plus astucieux que Zelensky, ne s'est pas rebellé. Il a fait un sourire en coin. Oui, monsieur le président, vous avez raison. Et il a avalé toutes les couleuvres. Et rentré chez lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est de voir qu'est-ce qu'il pouvait tirer de la situation qu'on lui imposait. Donc, il a dit, puisque monsieur Trump veut faire une Riviera en Gaza, eh bien, on va l'aider à faire cette Riviera. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est la première fois, Donald Trump lui avait coupé la parole en disant, en fait, non, vous n'envahirez pas Gaza militairement, vous n'annexerez pas Gaza, moi je vais y mettre mes soldats. C'est sûr. Mais évidemment, il ne va jamais mettre ses soldats là-bas. Évidemment. Simplement, il leur dit, il expliquait à Netanyahou, vous ne mettrez pas vos soldats à Gaza. Alors du coup, Netanyahou il a tracé sur la carte trois couloirs à travers Gaza pour couper Gaza en 4, en se disant, quand ce sera coupé en 4, au moins, je contrôlerai que ça ne devienne pas un État. Imagine ça, mais il n'y est pas arrivé. Hein. Et vous allez voir que lorsqu'il va y avoir la conférence qui va se tenir à New York en juin sur la Palestine, qui sera co-présidée par l'Arabie Saoudite et par la France,
eh bien, il faudra admettre qu'il y aura un État palestinien. Alors, les horreurs s'accumulent quotidiennement à Gaza, sur le terrain. Encore hier soir, des bombes incendiaires ont été lâchées à Khan Younes sur des installations précaires où se trouvent des réfugiés palestiniens. Ils sont réfugiés dans la bande de Gaza où on les a déplacés un certain nombre de fois. Donc il y a ce contexte qui est extrêmement oppressant. On saluera malgré tout la réunion hier soir de plusieurs dizaines de journalistes français qui, pour la première fois, ont protesté publiquement. Je crois que c'était sur les marches de l'Opéra Bastille contre l'assassinat de plus de 200 journalistes à Gaza par l'armée israélienne. On rappelle que l'armée israélienne vise avec des moyens sophistiqués d'intelligence artificielle, elle arrive à localiser les journalistes et il y en a déjà plus de 200 qui ont été tués depuis octobre de 2023. Donc, saluons cette prise de conscience, elle est tardive. Nous au Courrier, ça fait des mois qu'on attire l'attention là-dessus et que nous disons en plus que c'est grâce à ces journalistes de terrain que nous avons les images, les vidéos. Et en fait, tant que ces images, ces vidéos ne sont pas largement répandues, je pense qu'il y a cette inconscience des gens je pense qu'il y a des gens sincères qui ne savent pas en fait ce qui se passe à Gaza, parce que les médias mainstream ne le disent pas. Donc oui, il y a des frappes israéliennes, oui, mais il faut dire que le Hamas, le 7 octobre, etc., etc. On voit bien la rhétorique qui s'est mise en place, et je pense que il y a vraiment deux publics maintenant. C'est aussi un sujet qu'on a nous. Il y a deux publics. Il y a ceux qui regardent LCI, BFM et qui s'informent en lisant Le Monde. Et puis il y a ceux qui vont sur les réseaux sociaux, qui vont sur Internet et qui ont finalement une information aujourd'hui plus précise, plus exacte. Donc voilà pour Gaza. À Tel Aviv, des officiers supérieurs ont réclamé que Netanyahou laisse d'urgence l'aide humanitaire entrer à nouveau à Gaza pour éviter, je cite, une famine et une maladie généralisée, et les officiers et soldats impliqués dans les combats pourraient faire face à des conséquences juridiques au niveau international. Ils ont peur des poursuites? Très bien. Et le nouveau chef d'état-major, Zamir, avertit que si on n'enrôle pas des milliers de jeunes ultra-orthodoxes, l'armée israélienne ne pourra atteindre ses objectifs à Gaza, car les réservistes sont très frustrés. Beaucoup ont effectué 200 jours de service depuis le 7 octobre. En Europe, Macron découvre tout d'un coup, après 18 mois, que les civils de Gaza subissent un calvaire, je cite. Et il veut que Netanyahou cesse et parle même de reconnaître un État palestinien. La France aurait seulement 77 ans de retard. De même, Kallas, ministre des Affaires étrangères UE, qui encore fin mars félicitait les génocideurs, nous sommes de très bons partenaires, ben oui, l'Union européenne va pouvoir acheter des armes testées sur le corps des enfants palestiniens. Magnifique. Eh bien, voilà que tout d'un coup, elle offre 1,6 milliard à l'autorité palestinienne pour une solution à deux États. Attention, ça cache une manœuvre, on en reparlera. Bon sentiment? Remords? Non. Ils comprennent que la résistance héroïque des Palestiniens a mis Netanyahou en échec, la société israélienne se divise, les réalistes se rendent compte qu'Israël ne peut gagner, qu'il va falloir négocier et sans doute remplacer Netanyahou. Alors devons-nous relâcher notre pression? C'est bon, ils vont céder? Non. Ils ne reculent qu'à cause de la pression populaire, il faut donc la renforcer. Nous préparons des actions. Moi, je pense qu'il faut juger Donald Trump sur ce qu'il fait et non pas sur ce qu'il dit. Parce que c'est quelqu'un d'abord qui est d'une culture tout à fait différente de la nôtre. Lui, il bouscule les gens quand il arrive. Voilà, c'est sa technique. Toujours, il bouscule. Donc, ces déclarations à l'emporte-pièce sont très choquantes pour nous, mais ce qu'il fait mérite vraiment un coup de chapeau. Parce que, en fait, actuellement, il a fait trois grandes choses. D'une part, il a détruit, mais systématiquement détruit, alors comme ça, il fait des grandes déclarations, mais il va beaucoup plus loin. Il a détruit tout ce qui fait l'impérialisme des États-Unis. Et ça, c'est une avancée considérable dans l'histoire. Il fait ce que Mikhail Gorbatchev a fait en Union soviétique.
Et la deuxième chose, c'est que, ayant détruit les instruments de l'impérialisme américain, il établit la paix en Ukraine et au Moyen-Orient, en fait. Pas simplement en Palestine. Alors, en Palestine, pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas des résultats visibles, parce que, pour le moment, il y a toujours Netanyahou qui est au pouvoir en Israël. Mais il a déjà réussi à obliger Netanyahou à abandonner sa stratégie de grand Israël. Ça, personne ici ne le remarque, mais c'est quand même c'est sidérant. Il n'y a plus d'avancée israélienne au Liban et en Syrie. Et on sait qu'il n'y a plus de possibilité de guerre en Iran. Et la troisième chose qu'il fait, c'est de remettre à plat les relations commerciales internationales. Alors, il avait toujours dit qu'il voulait remplacer les affrontements militaires par des affrontements commerciaux, ce qu'il est en train de faire. Nous ne voyons pas encore où cela va conduire, parce que, voilà, comme il casse tout devant lui, on ne sait pas ce qui va se mettre à fonctionner après ça. Mais pour le moment, ce qu'il a entrepris, ce sont de très grands succès. Oui. J'ajouterais quand même une petite pique, c'est qu'il y a, parmi ceux que tu viens de citer qui s'informent sur les réseaux sociaux ou dans ce qu'on appelle la dissidence, un certain nombre vont régulièrement sur CNews et sur le journal du dimanche qui, pour le coup, produit sur Gaza une information extrêmement favorable à Israël et occulte très souvent la réalité. Je me souviens que lorsqu'il y a eu un bombardement il n'y a pas très longtemps qui a fait 200 morts civils au moment de la reprise des hostilités, le JDD n'a titré que sur la mort d'un responsable du Hamas à cette occasion et a totalement occulté l'existence d'un bombardement sur les populations civiles à cette occasion. Et on redira, c'est la même situation qu'en Ukraine. Bon. Nous raisonnons toujours avec nos propre grille d'analyse. Donc on dit Donald Trump, c'est un milliardaire, il a plein de milliardaires autour de lui, donc il travaille pour les milliardaires. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Il faut regarder ce qu'il fait avant de l'accuser de quoi que ce soit. Et même de tirer la moindre conclusion, il faut regarder les conséquences de ce qu'il fait. Et vous savez, c'est une personne qui doit affronter des contradictions terribles. Le système aux États-Unis est un nid de contradictions, chez nous aussi d'ailleurs. Oui. Et donc, il faut faire des choix sur ce qu'il va détruire et ce qu'il va laisser en place et sur lequel il va pouvoir construire. Le meilleur exemple, je pense, c'est ce qui se passe en Palestine. Allez-y. Bon. Il n'a pas réussi pour le moment à faire la paix en Palestine. On massacre toujours les Palestiniens, on les affame. C'est quelque chose d'horrible qui se passe là-bas. Bien sûr. Mais en même temps, petit à petit, en 3 mois, il a remis progressivement Benjamin Netanyahou à sa place. Et sans rompre avec lui. Parce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de rompre avec Israël. Il faut bien se mettre ça en tête. Mais être pour Israël, ça ne veut pas dire être pour ce massacre. Ce sont 2 choses différentes. Et essayez de penser chaque chose à sa place. Parce que ici, les gens disent le conflit israélien ou le conflit palestinien, vous devez être d'un côté ou de l'autre. Vous devez être pour les Palestiniens ou pour les Israéliens. Mais pourquoi ça? Pourquoi prendre parti? Lui, ce qu'il veut, c'est la paix. C'est pas que un côté gagne sur l'autre. Et donc, pour faire la paix, il s'en est vite rendu compte, il faut qu'il change le gouvernement en Israël. Et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Regardez, cette semaine, vous avez eu une avalanche
de pétitions en Israël. En fait, ça a commencé par quelques soldats ici, puis d'autres là-bas, puis telle unité, puis ça a été les parachutistes, après c'est les services secrets, après... Puis la société civile s'en est mêlée, c'est les éducateurs, ce sont les architectes. Finalement, vous avez une vingtaine de pétitions qui ont surgi avec au total des centaines de milliers de gens qui ont signé ces pétitions et qui toutes disent arrêtez la guerre. Ce sont des Israéliens qui disent arrêtez la guerre. Et ils expliquent dans leurs pétitions, alors vraiment, c'est exactement le même discours dans tous ces textes. Vous devez arrêter la guerre et si la guerre se poursuit, ça n'est pas dans l'intérêt du peuple israélien, c'est dans l'intérêt personnel de Benjamin Netanyahou et de son groupe. Voilà. Donc, faire entendre ça au peuple israélien, qui il y a quelques mois était convaincu que le monde entier voulait sa mort et qu'il devait se battre et ne pas hésiter à tuer pour survivre, bien, il a réussi à faire entendre ça au peuple israélien. Alors, ça ne veut pas dire que les Israéliens sont d'ores et déjà capables de comprendre ce que vivent leurs voisins palestiniens. Ce n'est pas uniquement leurs voisins, parce qu'il y en a qui sont israéliens, des Palestiniens. Bon. Donc, ils n'ont toujours pas compris la dimension humaine des gens avec qui ils doivent vivre. Mais ils ont déjà compris qu'ils ne doivent plus faire la guerre. Donc, tout en faisant ça, il a réussi à arrêter la progression de l'armée israélienne au Liban. Il a imposé un cessez-le-feu au Liban. Alors, certes, l'armée israélienne continue cependant à bombarder ici ou là, mais dans des conditions très précises, parce qu'elle ne fait plus de bombardements contre les populations civiles, elle fait des bombardements contre des installations du Hezbollah. Aujourd'hui, pour revenir à des considérations plus terre-à-terre, si les Américains arrêtent du jour au lendemain de livrer des bombes à Israël, Israël n'a plus de bombes pour tuer les Palestiniens à Gaza. Faut quand même le dire. Et donc, Donald Trump a une énorme responsabilité. On pourrait le formuler positivement en disant, s'il le voulait, il pourrait arrêter les choses. Mais de fait, il a à la fois imposé un cessez-le-feu en arrivant à la Maison-Blanche et en même temps, il a livré des armes encore plus létales que celles de Biden aux Israéliens, dont on voit l'effet aujourd'hui, puisque ce sont souvent des bombes incendiaires maintenant qui sont larguées sur Gaza. Et donc, ça nous amène peut-être au dernier sujet qu'il faut qu'on évoque dans le panorama introductif, qui est la négociation avec l'Iran, puisque bien sûr, ça fait partie du tableau. Et on sait que le rêve de la carrière politique de Benjamin Netanyahou, c'est d'arriver à une guerre d'Israël avec l'Iran. Il y travaille depuis 25 ans. Alors là, on a appris hier et aujourd'hui que les États-Unis avaient une nouvelle fois refusé à Netanyahou une solution militaire, une guerre, un bombardement des centrales nucléaires iraniennes tant qu'une négociation n'avait pas eu lieu. Mais est-ce que pour autant il faut être rassuré, puisqu'on a vu que en arrivant, Trump a imposé un cessez-le-feu à Gaza et que Netanyahou a réussi à violer le cessez-le-feu au bout de quelques semaines. Donc, que va-t-il se passer dans les relations avec l'Iran? Il y a eu une négociation samedi dernier, en particulier l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, a rencontré, s'est rendu à Oman et il y a eu une négociation par Omaniens interposés et les deux délégations se sont croisées. Elles devraient se revoir samedi, mais entre-temps, on a vu un Steve Witkoff qui a commencé par dire qu'il fallait limiter l'enrichissement de l'uranium par les Iraniens un jour, et puis le lendemain, il dit
en fait, il faut plus du tout que les Iraniens enrichissent de l'uranium, même pour leurs centrales nucléaires civiles. Et à ce moment-là, les Iraniens disent à juste titre, mais ça va mener nulle part. Si vous n'êtes pas de bonne foi, le propre de la négociation, c'est quand on a une position de départ, on s'y tient et on repart pas en arrière. On va pas pouvoir se concentrer vraiment sur le Proche-Orient sans évoquer finalement aussi l'Ukraine, parce que j'ai l'impression de plus en plus que les négociations qui ont lieu couplent les deux. La seule chose donc que l'on peut considérer comme acquis maintenant, c'est que l'Europe ne fait pas partie de ces négociations, ni dans un cas ni dans l'autre. Et ils essaient d'exister en s'agitant, Macron en particulier, mais ce n'est pas eux qui décideront du destin futur du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec Thierry Meyssan? J'ai sciemment pas rebondi lorsqu'il a dit, mais ça y est, c'est acquis, il n'y aura pas de guerre contre l'Iran. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes convaincu de ça? Alors, comment je pourrais répondre? Je ne connais pas l'avenir, je ne peux pas garantir à 100% qu'il n'y aura jamais de guerre contre l'Iran, sachant que ça fait des décennies que les néoconservateurs aux États-Unis, les dirigeants israéliens et le lobby pro-israélien aux États-Unis militent pour déclencher cette guerre contre l'Iran. Et il y a, quelles que soient les administrations, des forces contraires, notamment au Pentagone, qui empêchent cette guerre. Par exemple, en 2007 déjà, et donc c'était juste avant l'élection d'Obama, donc on était sous George W. Bush. George W. Bush voulait attaquer l'Iran. Oui, George W. Bush fils. Junior. Et des généraux américains avaient menacé, donc un grand nombre de généraux américains avaient menacé de démissionner en cas de guerre contre l'Iran. Donc ça fait longtemps qu'il y a cette opposition. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas exclusivement Trump qui empêche cette guerre, ce sont des forces, on va dire les colombes du Pentagone, sur lesquelles s'appuie en partie Trump, qui empêchent cette guerre. Et pourquoi ? En fait, pourquoi ? Parce que ce serait une catastrophe militaire, géopolitique et économique pour les États-Unis. L'Iran est un gros morceau. C'est pas l'Irak de Saddam Hussein. C'est pas un pays qui, même s'il connaît des difficultés économiques, c'est pas un pays qui était exempt comme l'Irak de Saddam Hussein. C'est pas un pays qui est exempt comme la Syrie de Bachar el-Assad. On a affaire quand même à une puissance régionale importante, c'est la plus grande puissance régionale, avec un niveau de développement en réalité, si on prend les différents indicateurs lourds, notamment éducatifs, etc. C'est un pays qui est plus développé que la Turquie, mais qui essuie des sanctions beaucoup plus, enfin, qui essuie, elle, des sanctions, contrairement à la Turquie. C'est un pays qui a une capacité de nuisance extrêmement importante, qu'il n'a pas activée. C'est-à-dire que si les États-Unis attaquent l'Iran, je l'ai déjà dit d'ailleurs à votre antenne, eh bien, les Iraniens sont capables de nuire à l'économie mondiale, de nuire à l'économie occidentale, et de nuire à l'économie américaine. Bloquer le détroit d'Ormuz, ce genre de choses déjà. Le détroit d'Ormuz, frapper, déjà ils ont déjà menacé, hein, frapper les champs pétrolifères proche-orientaux. Même en Arabie Saoudite. Même en Arabie Saoudite. C'est pour ça que les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris ont annoncé déjà il y a quelques semaines aux Iraniens qu'ils ne laisseraient pas les Américains utiliser leur espace aérien pour frapper l'Iran. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration. On a un pays, l'Iran, qui est en capacité, enfin, c'est pas qui est en capacité, qui produit ses propres armes. Any participation in the 9th of May parades or celebrations in Moscow will be not taken lightly on the European side, considering that Russia is really waging a full-scale war. U svakom slučaju čini mi se da će nebo da mi sruše na glavu od pritisaka za odlazak u Moskvu, iako nikoga ništa nisam obmanjivao, lagao
Još pre 8 meseci sam najavio svoj odlazak u Moskvu, javno, dakle, obnarodovao to, jer 3 godine Srbija je dala značajan doprinos borbi protiv fašizma, čime se mi ponosimo, što nije slučaj sa mnogim zemljama koje pokušavaju da menjaju istoriju i na globalnom, kontinentalnom, a i na regionalnom i na lokalnom nivou. Mi smo ponosni na svoju borbu protiv fašizma i to je bio jedan od razloga, to je bio ključni razlog zašto sam to prihvatio, a istovremeno mi moramo da razgovaramo sa našim ruskim prijateljima oko daljeg gasnog aranžmana, šta ćemo dalje da činimo oko naftne industrije Srbije i mnogo drugih važnih tema. Ali što se mene tiče, ja nisam odluku do ovog trenutka promenio, spreman da mi se svo nebo sruči na glavu, a dokle ću moći da izdržim, da li još dan, 2, 3, 5 ili kao što sam to rekao i kada smo donosili. Alors, la CIA n'a pas le droit de financer directement des opérations en France, encore qu'elle le fait, mais la National Endowment for Democracy le fait publiquement. Et donc, cet argent n'existe plus. Ce qui veut dire, par exemple, que des organisations comme la Fondation Jean Jaurès ou Reporters sans frontières vont se retrouver bientôt sans argent. Donc, vous voyez, ça c'est en France, et la France n'est pas un pays qui coûtait de l'argent à ce système. Hein. L'argent, il allait dans des pays que l'on voulait conquérir. Par exemple, quand on a fait le coup d'État en Ukraine, la NED a mis des milliards en Ukraine pour ça. Donc là, on parle de quelques millions, c'est pas grand-chose, mais ça va leur manquer. Ça parce que leur personnel vit avec ça. Hein, c'est ces gens-là qu'on voit sur les plateaux de France Télévisions. Madame von der Leyen, dont le mari a beaucoup investi dans les thérapies géniques, qui est devenu un leader des thérapies géniques avec tout un système de start-up, etc., qui a commandé, qui est devenu médecin laboratoire à l'échelle de l'Europe. Devenu un laboratoire géant, dont le fils, un des fils, son fils cadet, était responsable chez McKinsey, qui arme des pays et qui vend des armes à l'Europe entière. Il faut bien voir ça, parce qu'aujourd'hui, elle fait commerce d'armes. Et on voit bien que le centre de contrôle et de pouvoir s'est déplacé, et que la Commission européenne est complètement dirigée par cette dame, qui est aux mains des lobbies, qui a été, rappelons-le, exfiltrée in extremis du ministère de la Défense allemand, qu'elle avait complètement livré aux lobbies, exfiltrée par les services et par Madame Angela Merkel, qui l'a imposée à la France notamment, parce que c'était pas notre candidate, et aujourd'hui, elle fait la pluie et le beau temps. Voilà. Quel est le portrait que la presse m'a dressé d'Ursula von der Leyen? Et en fait, je me rends compte que c'est assez peu détaillé. C'est-à-dire qu'on me fait des effets de cinéma en me disant elle est fantastique, elle est allemande, elle est très connue, elle est puissante, tout ce qu'on veut. Mais par contre, savoir d'où elle vient, quel est son passé en Allemagne, c'est quelque chose qui est assez peu présent dans la presse. Et donc on peut voir par exemple que dans sa jeunesse en Allemagne, elle a été exfiltrée par les services anglo-saxons. Qu'elle a dû déménager à Londres, où elle a vécu sous une fausse identité avec le nom de Rose Ladson. Elle a fini après par partir aux États-Unis où elle s'est mariée, et après on lui a construit une carrière en Allemagne. Donc si déjà on explique ça à la population, c'est quelque chose d'assez troublant et étonnant, parce que ça en dit long sur l'indépendance qu'elle peut avoir par rapport aux intérêts anglo-saxons. Donc c'est quelque chose qui est très marqué chez elle. Et en plus de ça, on peut voir par exemple qui était le père d'Ursula von der Leyen, qui porte le nom normalement d'Albrecht. Son père a écrit un livre. Alors je suis très amusé dans mes recherches de voir que en 1976, parce que je suis en France, pas en Belgique, le père d'Ursula von der Leyen a écrit un livre qui est quand même une espèce de promotion du totalitarisme en nous expliquant que l'être humain peut être réifié, que c'est un engrenage d'une machine, et il va jusqu'à faire la promotion de la torture d'État dans son livre, ce qui, dans ces années-là, avait choqué la presse comme Le Monde ou Amnesty International,
Et aujourd'hui, quand sa fille en fait, ne fait qu'appliquer l'idéologie qu'on retrouve dans le livre du père, les mêmes acteurs, en fait, n'y voient rien de scandaleux à l'heure actuelle. Comment nourrir les complotismes qu'on va ensuite dénoncer? Le très sérieux quotidien allemand Die Zeit révèle qu'Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur avaient dans leurs mains, dès le début du Covid en 2020, un rapport confidentiel des services de renseignement allemands qui concluait à une très forte probabilité d'un accident de laboratoire. Eh bien, que s'est-il passé? Ce rapport a été mis au placard. Il a été enterré. Pourquoi? Parce qu'Angela Merkel et son ministre n'imaginaient pas que leur service puisse avoir fait des découvertes restées inconnues des autres grandes démocraties. Tout simplement, trop sensible, trop brûlant. Il a été mis au placard. Ce n'est que bien des années ensuite que ce rapport a refait surface lorsque cette hypothèse est devenue la plus vraisemblable. Et aujourd'hui encore, elle est considérée comme la plus probable. Mais 5 ans après. 5 ans après. Et à l'époque, encore une fois, c'était considéré comme complotiste. Dito, c'est à propos de cette figure française, l'abbé Pierre. Alors là, décidément, les révélations tombent et n'arrêtent pas de nous surprendre. On apprend que l'abbé Pierre était pétiniste, antisémite, violeur, presque évadé fiscal, quasiment gourou. N'en jetez plus, l'abbé Pierre, c'est fini. C'est un livre qui vient de sortir, qui s'appelle La fabrique d'un saint aux éditions Alary, des journalistes Laetitia Chérel et Marie-France Etchegoin, qui explique que Henri Grouès, son vrai nom, bien malgré ses nombreuses médailles, je rappelle qu'il était médaillé de la Résistance, commandeur de la Légion d'honneur, médaille d'or Albert Schweitzer, Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques, ça c'est l'abbé Pierre. Bien, il a aussi sa part obscure qui est en train de prendre la lumière. Il n'a pas toujours été un rebelle, même il était pétiniste à une certaine époque. Voilà ce qu'il écrivait lorsqu'il soutenait le maréchal Pétain. Ayons la fierté de penser que le maréchal travaille à cette conquête la plus belle et la plus glorieuse. Lors d'un discours, partout où aujourd'hui la France renaissante de notre grand maréchal agit, soyez présents, soyez au premier rang, soyez des plus grands lutteurs dans la conscience et l'enthousiasme. Sans compter bien sûr ses proximités avec un négationniste qui lui a valu d'ailleurs pendant un an de chuter de la première à la deuxième place de la personnalité publique préférée des Français. Sinon pendant 10 ans, l'abbé Pierre était devant tout le monde. C'est vous dire comme il était aimé. 600 lieux qui sont des lieux publics en France qui portent le nom de l'abbé Pierre. Sans doute vont-ils être débaptisés les uns après les autres, après les différentes révélations qu'il y a ces jours-ci. Mais bien sûr, tout ça n'enlève pas ce qu'il a fait avec Emmaüs. Emmaüs, justement, après l'appel du 1er février 1954, qui a lancé Emmaüs et qui reçoit 1 milliard de francs de l'époque, c'est-à-dire 26 millions d'euros en un mois. Un rapport d'ailleurs qui avait été envoyé à l'archevêque de Paris et qui mettait déjà le doute sur Emmaüs en disant que c'était une association fictive non déclarée, ignorant tout de la gestion de fonds. Il faut savoir que Charlie Chaplin, Charlot, qui avait donné à cette occasion 2 millions de francs en expliquant qu'il ne les donnait pas, qu'il rend cet argent qui appartient aux vagabonds que j'ai été et que j'ai incarné. Donc tout le monde était derrière l'abbé Pierre à cette époque-là. Et puis bien sûr, les accusations sexuelles ô combien graves maintenant contre l'abbé Pierre dès l'automne 55. Le haut clergé français connaissait cet aspect de l'abbé, mais elle l'a caché parce qu'il était très populaire. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis il faut rappeler aussi ces obsèques, hommage national qui se sont déroulés à Notre-Dame. Et il y avait là tout Emmaüs, mais aussi Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, Bertrand Delanoë, Jack Lang, François Bayrou. Tous les ministres étaient là. Personne à l'époque ne mettait en question le travail de l'homme d'église. C'est Roland Barthes qui, en 57, expliquait le personnage de l'abbé Pierre dans Mythologie. Il évoque le visage de l'abbé qui représente clairement tous les signes de l'apostolat, le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la canadienne du prêtre ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les chiffres de la légende et ceux de la modernité. Une coupe de cheveux équilibre neutre entre le cheveu court et le cheveu négligé, qui rejoint l'intemporalité de la sainteté et qui l'identifie à Saint François d'Assise, la barbe du capucin et du missionnaire qui symbolise la pauvreté et la vocation. Bref, tout
ça était écrit. Et puis Pierre Bourdieu, lui, parlait aussi d'un genre de prophète qui surgit en temps de disette et de crise. Mais Roland Barthes, déjà, se demandait si la belle et touchante iconographie de l'abbé Pierre n'est pas l'alibi dont une bonne partie de la nation s'autorise une fois de plus pour substituer impunément les signes de la charité à la réalité de la justice. Alors, on se rappelle quand même les mots de cet abbé. Il faut séparer l'abbé de l'homme, hein, on dirait ça de beaucoup de professions. Voilà ce que disait l'abbé Pierre lorsqu'il était abbé Pierre et pas Henri Grouès. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Eh oui, la pauvreté reste, même si l'abbé s'en va. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.